Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici le sommaire. Ce 10 décembre, on célèbre la Journée internationale des droits de l'homme, une journée de sensibilisation sur la Déclaration universelle des droits de l'homme avec un point d'honneur sur son héritage, sa pertinence et le militantisme qu'elle inspire. C'est un matériau de construction considéré comme un trésor dans plusieurs communes du Bénin. L'exploitation du gravier a connu récemment plusieurs réformes. On s'intéresse à la modernisation du secteur. Et enfin, retenez qu'une bonne première impression peut vous faire gagner votre emploi. Entre tenue chic et classe, on a parfois du mal à choisir quoi porter pour un entretien d'embauche. À suivre dans ce journal les conseils d'un spécialiste en présentation. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Comme vous le savez, le 10 décembre de chaque année, on commémore la Journée internationale des droits de l'homme, marquant la date à laquelle, en 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 10 décembre est donc à la fois un rappel des droits inaliénables dont bénéficient tous les êtres humains et une invitation à joindre les efforts déployés pour que ces droits soient effectivement accordés à tous de manière égale sans discrimination d'aucune sorte. Nadège Omoladesani nous parle ici de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de ses enjeux. La Déclaration universelle des droits de l'homme fut le premier document juridique qui protège les droits fondamentaux de l'homme. Adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, ce document, en son article 1er, stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ce texte, qui n'était qu'une simple déclaration non contraignante, signée par 58 États, est devenu, suite aux atrocités de la Deuxième Guerre mondiale, la pierre angulaire du droit international de la personne humaine. 30 articles figurent et renseignent sur les principes, les fondements des conventions, traités et autres instruments juridiques présents et futurs en matière de droits de l'homme. Lesquels droits sont inhérents à tous, sans distinction de nationalité, de sexe, d'origine, de religion, de langue ou autre. Durant des décennies, la Déclaration universelle des droits de l'homme a servi de base à un système de protection des droits de l'homme qui se concentre aujourd'hui également sur les groupes vulnérables comme les personnes handicapées, les peuples autochtones et les migrants. Cependant, alors que le monde est confronté à de nouveaux défis tels que les pandémies, les conflits, les inégalités croissantes et les changements climatiques, la promesse de dignité et d'égalité des droits de l'homme que porte cette déclaration fait l'objet de nombreuses attaques. La pandémie du Covid-19 a d'ailleurs mis en lumière les inégalités profondes qui subsistent dans le monde. Éduquer les générations actuelles et futures sur leurs droits est donc fondamental pour que chaque être humain puisse vivre sa vie dans la sécurité et dans la dignité. Une manière de promouvoir la paix dans tous les pays du monde. Les droits de la personne, particulièrement l'égalité et la non-discrimination, doivent être au cœur des actions collectives pour ne laisser personne de côté. Et pour ne laisser personne de côté, il existe depuis 2012 au Bénin une institution nationale chargée de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Il s'agit de la Commission béninoise des droits de l'homme. Comment fonctionne-t-elle et quelle est sa mission? Précision. Vous êtes-vous déjà demandé qui veille au respect des droits de l'homme au Bénin? L'institution dont c'est le rôle est la Commission béninoise des droits de l'homme. Totalement indépendante, elle œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'homme. L'État béninois nous a confié la mission de protéger les droits de l'homme. La protection s'entendant comme la prévention. Prévenir que la violation survienne et si elle survenait, travailler à ce que la victime ait droit à la justice et obtienne réparation.
Composée de 11 membres, cette commission a pour fondement la résolution 48-134 des Nations Unies relative aux principes concernant le statut des institutions nationales. C'est sur la base de ces principes que vous passez ce que nous appelons l'accréditation à un statut A ou B. L'intérêt réside dans le fait que vous pouvez participer pleinement en tant que membre à l'Assemblée mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Vous pouvez avoir le droit de vote, vous pouvez prétendre à occuper des postes dans ces institutions. La Commission agit donc en veille sur les questions de droits humains et contrôle les engagements du Bénin dans le monde. Notre particularité en tant que Commission, c'est que nous avons un rôle de conseil auprès des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics peuvent nous demander de leur donner des avis et de leur faire des recommandations sur toute question touchant aux droits de l'homme. Nous veillons aussi à ce que les obligations internationales découlant des différentes conventions ratifiées par le Bénin soient effectivement mises en application, mises en œuvre sur le terrain. Si connaître les droits humains est indispensable pour pouvoir les défendre, la Commission béninoise des droits de l'homme peut être saisie par n'importe quel Béninois qui se sent lésé dans ses droits. La loi précise qu'on peut nous saisir par tout moyen. À l'aide du numérique, vous pouvez nous saisir par SMS, vous pouvez nous saisir par WhatsApp, vous pouvez nous saisir par Facebook. Mais après cela, vous devez formaliser votre plainte. Et là, la loi précise que vous devez nous saisir par écrit ou verbalement ou tout autre moyen utile permettant de fixer les éléments formels et substantiels de votre requête. Elle sert donc de médiateur entre le citoyen et les pouvoirs publics. En son sein siègent toutes les couches socio-professionnelles du Bénin. À présent, parlons de ce matériau considéré comme un trésor dans les départements du Mono, du Koufo, de la Donga et de l'Alibori. Il s'agit du gravier. C'est une ressource naturelle dont l'exploitation est désormais encadrée, voire modernisée afin d'accroître son apport à l'économie nationale. Rosemonde Tchakpe et William Tchoki sont allés dans les carrières du précieux matériau dans la commune d'Aplakoué pour constater les changements intervenus. Vaste carrière d'extraction de gravier. Il se compte par plusieurs dizaines selon la granulométrie, une exploitation mécanique sur cette carrière de Matekpe dans la commune d'Aplakoué. Cette qualité dans le secteur du gravier roulé. Il y a plusieurs types de granulométrie. On peut citer par exemple le 5-10, c'est plus petit. Les 5-15 et puis les 15-25. Une première pour l'exploitation de cette ressource minière dans cette localité. Des engins lourds en plein travaux, la pelle pour la fouille, la crible pour le tri et les chargeurs de la matière première recueillie. Ça, c'est le 5-10. Nous avons un crible capable de produire jusqu'à 800 tonnes par heure. Une forte exploitation industrielle avec des impacts sur le couvert végétal, une destruction environnementale. Elle appelle aussi des restaurations selon le cahier de charge de la conformité environnementale délivré par l'Agence béninoise pour l'environnement. Si nous ne fermons pas les trous, nos engins même ne peuvent pas circuler pour faire une bonne exploitation sur la carrière. La restauration du site, nous sommes bien suivis par l'ABE qui nous rend visite chaque 3 mois et aussi le ministère des Mines qui nous rend visite régulièrement et nous donne des consignes, ce qu'il faut faire pour respecter l'environnement. Des autorisations d'exploitation, ils l'ont reçu aussi, ces hommes, dans ces trous baignants de grande profondeur. Depuis que le gouvernement actuel a voulu réformer le secteur minier, ça fait qu'il n'y a pas de désordre dans le secteur. Papier sur les yeux. Sinon,
la direction était passée et ils ont aussi... Nous sommes en train de sensibiliser tous ceux qui font l'exploitation clandestine là pour qu'ils puissent quand même demander l'autorisation qui, ma foi, le processus pour l'obtention de l'autorisation n'est pas aussi compliqué que ça. Une exploitation artisanale, elle nécessite de la force physique, le tri est fastidieux et la moisson souvent maigre. Augmenter l'espace au lieu d'aimer hectares qu'il revoit si c'est sur 1 hectare ou bien 2 hectares, ce serait mieux pour nous. Les autres disent que c'est vous les autorisez là, c'est vous qui n'a pas voulu que nous aussi, nous on mange. Vous comprenez ce que je dis maintenant? Donc les difficultés sont énormes. Hier, c'était une véritable vache à lait, une exploitation sauvage des carrières, les normes environnementales foulées aux pieds. Aujourd'hui, le secteur minier est mieux cadré avec des exigences administratives. Plusieurs localités du Bénin regorgent de cette importante ressource minière pour la construction. Du nord au sud, ces gisements s'étendent à perte de vue. On parle mode féminine à présent pour évoquer le style vestimentaire à adopter pour un entretien d'embauche. Vous le savez sans aucun doute, pour une première bonne impression, il est capital de rester sobre et de privilégier l'élégance et le classique. Et pour ce faire, Ariel Alahassa, spécialiste en style vestimentaire féminin, nous donne ici des conseils sur les habits à porter pour un entretien d'embauche. Pour un entretien d'embauche, il faut porter des tenues sobres, pas de tenues sexy, parce que c'est pas pour aller en boîte. Il faut porter des chemisiers, des robes tailleurs, des vestons ou des ensembles tailleurs, pantalons, vestes, jupes, vestes. Je pourrais citer 4 couleurs. Le noir qui représente le leadership, le bleu nuit qui représente la créativité et le travail en groupe. La couleur blanche qui montre votre sens de l'organisation et votre côté méticuleux. Ensuite, le gris qui représente un peu aussi l'esprit de créativité. Quand on a par exemple une poitrine forte, il faut éviter de mettre, pour aller à un entretien, de mettre des décolletés plongeants qui va faire voir l'essence de vos seins. Non. Et il ne faut pas mettre aussi des cols roulés qui fermeront votre poitrine et la poitrine sera taxée. On verra plus la forme de votre poitrine. Non. Il faut miser sur des tenues moins serrées. Quand par exemple, si on a les hanches, on ne peut pas mettre du pantalon pour aller à un entretien d'embauche. Le recruteur aura juste les yeux sur vos rondeurs. Il faut peut-être porter un pantalon un peu évasé, pas slim, un peu évasé, ça va un peu équilibrer la morphologie au niveau de vos hanches. Il ne faut pas porter des sandales, il faut mettre des escarpins, des ballerines à petits talons. Des talons qui vous permettront d'être à l'aise quand vous serez assis et vous ne serez pas stressé, nerveux. Parce que quand vous portez une chaussure qui fait mal au pied, et puis une chaussure dans laquelle vous avez du mal à marcher, votre nervosité se fera ressentir par votre recruteur. À présent, on fait un tour d'horizon des sujets ayant marqué l'actualité ces dernières 48 heures. C'est La Nation en bref, une présentation de Reine Ouira. Bonne nouvelle pour les producteurs de soja. Le Conseil des ministres du mercredi dernier a décidé de différer l'application des mesures contenues dans le décret numéro 2022-668 du 12 octobre 2022 portant interdiction de l'exportation du soja grain et fixant les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exportation des noix brutes, de cajou et du soja en République du Bénin. Ainsi, pour le compte de la campagne 2022-2023, l'exportation de ce produit agricole hors des frontières béninoises sans agrément est désormais autorisée. La Société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI Bénin et la Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin FENAPAB sont désormais partenaires. Cela à travers la signature d'un accord. Selon le directeur général de la CIPI Bénin, cet accord vise à renforcer la capacité des membres de la FENAPAB en vue de sécuriser les matières premières et d'augmenter les rendements pour que les usines aient de quoi transformer. Il entend aussi promouvoir le secteur agricole
agricole en facilitant l'accès au financement des producteurs, l'accroissement de la productivité, le développement de l'agro-industrie en vue de faire du secteur de l'anacarde une véritable source de création de richesse nationale. Pour rappel, la capacité totale de transformation annoncée pour les 12 prochains mois est estimée à 150 000 voire 200 000 tonnes, ce qui va permettre de générer à peu près 11,6 milliards de dollars en termes de valeur marchande, a informé le DG de la CIPI Bénin. Et puis, bientôt, une loi sur l'activité d'affacturage au Bénin. C'est une technique de gestion financière qui consiste pour une entreprise à confier dans le cadre d'un contrat la gestion de ses créances clients à une société financière appelée affactureur. Il permet donc à l'entreprise de rendre ses créances liquides et de récupérer de la trésorerie. Cette technique de financement s'adresse à toutes les entreprises qui offrent des prestations à d'autres établissements du même genre ou à des organismes publics. Elle cible principalement ceux qui sont confrontés à des difficultés de trésorerie pour financer leur cycle d'exploitation et qui n'ont pas les facilités d'accès aux prêts bancaires classiques. La nécessité d'une loi sur l'activité d'affacturage est une recommandation faite par l'UEMOA en décembre 2020. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.